j'avais des choses à régler, dont le syndrome d'imposteur, etc. Puis mon côté perfectionniste, qu'il fallait que je mette un petit peu de côté pour accepter que la perfection, ça n'existe pas. Puis j'ai un ami peintre, moi, qui me disait, Louiselle, quand on veut faire ressortir la lumière dans une toile, il faut mettre de l'ombre. Puis je pense que le livre parfait, s'il est parfait, il va être plate. Pour ce nouvel épisode du Phare des écrivains, je vais avoir la chance de te faire découvrir mon amie Louiselle. Tu le vois à l'écran, elle est bien installée, elle se berce, sache qu'elle est face au fleuve, la chanceuse. Elle nous a accueillis chez elle lors de son lancement. Et puis, ben, sans plus tarder, parce qu'on va revenir sur cet épisode bien intéressant qui a été son lancement, je vais juste prendre le temps de la saluer. Alors, Louiselle, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, ça va bien? Bon, bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde. Je ne sais pas à quel moment les gens vont l'écouter. Ils nous écouteront deux fois, comme ça, ils auront été salués à chaque fois au bon moment. Très bonne idée. Alors, Louisette, moi, avant qu'on parle de ton livre, avant qu'on parle de tout ça, je veux juste te remercier à la caméra, en mon nom et au nom de ma conjointe, parce que, et puis là, vous allez vous rendre compte que Louisette et moi, on a l'impression de se connaître depuis très, très, très longtemps, mais tout son processus d'accompagnement s'est fait à distance. Et moi, j'ai rencontré, et ben, en fait, Louisette aussi m'a rencontré incidemment pour la première fois la veille de son lancement. Et ça, c'est particulier, là. Euh, La veille de ton lancement, bon, on s'en allait dans ton coin de pays, et là, tu nous as dit, ben, venez donc prendre un café. Je suis allé prendre un café, on est arrivé sur la galerie chez toi, on s'est mis à parler, puis en fait, déjà, c'est comme si on se connaissait. Euh, mais tout de suite, et c'est ce que j'ai dit à Julia, ma conjointe, j'ai dit tout de suite, on s'est senti à la maison. On s'est senti comme si on était dans la famille. Ça a été un très, très beau moment avec ton homme aussi. Et le lendemain, le lancement, on va revenir sur le lancement, mais après le lancement, tu m'avais dit, venez-vous manger à la maison. On est allé souper à la maison. J'ai rencontré des membres de ta famille. J'ai rencontré de tes amis. Et je suis parti de là en me disant, mais quel cadeau énorme la vie vient de m'offrir, là. Alors, merci, merci, merci. Ben, je dois dire que de mon côté aussi, j'ai eu comme l'impression que vous faisiez partie intégrante de la famille et ça, c'est pas avec tout le monde que ça arrive, ce genre d'expérience-là. Fait que je l'ai vécu comme ça, moi aussi. Puis ma gang aussi l'a vécu comme ça. Vous vous êtes intégrés, il y a quelque chose qui a coulé tout seul. Il faut croire qu'on était des vieilles âmes qui devaient se rencontrer un jour ou l'autre. C'est en plein ça. Puis là, il fallait juste qu'il y ait le livre comme point de rendez-vous à un moment donné dans le parcours. Donc, il fallait que je le sorte. Il fallait que ça arrive. Bon, et là, c'est drôle, tu as dit, il fallait que je le sorte. Ben, partons de là. Il fallait que tu le sortes. Tu le portais depuis combien d'années, ce projet-là? Un petit peu plus de 20 ans. Ah, un petit peu plus de 20 ans. Un petit peu plus de 20 ans. Je dois dire que des fois, ça me gêne un peu de dire ça parce que je me dis ça, je peux pas croire que j'ai pris toutes ces années-là pour réaliser un rêve qui était vraiment très, très, très profond. Mais ça devait être comme ça. J'avais un cheminement à faire là-dedans. Comment, comment ça se... Puis écoute, peut-être que tu n'auras pas de réponse précise, là, mais comment ça se manifeste par en dedans, par moment, un rêve qu'on porte pendant 20 ans? Je veux dire, ça t'occupait tout le temps ou ça remontait une fois de temps en temps? Je te dirais que ça ne m'occupait pas tout le temps, mais très, très, très souvent. C'était toujours là le feeling qu'il fallait que je le fasse, que je devais le faire, que euh, moi j'avais dit à mes enfants à un moment donné, à mon chum, j'ai dit, si je meurs et que je n'ai pas publié ce livre-là, je vais me taper ses doigts rendus l'autre bord. J'avais vraiment ce feeling-là, mais c'était comme jamais assez fort pour que je le mette en priorité, parce que tout était prioritaire. Puis ça, ben, c'est quand j'avais du temps libre. Mais
je veux dire, attends une minute, je vais juste replacer ma mâchoire. Tu dis, j'ai dit à mes enfants que si je ne le publiais pas avant de partir, je vais me taper ses doigts à l'autre bord. Et tout de suite après, t'enchaînes en disant, mais c'était pas assez important. Mhm, mhm. Je vois le Vénus. Qu'est-ce qui, dans ta vie, était si important? C'était le travail, c'était... Le travail a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place parce que de un, j'ai eu une carrière en gestion philanthropique et la passion a été très présente, même trop présente parce que j'ai fini par me rendre malade avec mon travail parce que c'était pas 24 heures sur 24, mais quasiment, là, le stress qui m'empêche de dormir. Mais en même temps, j'aimais ce que je faisais, je sentais l'importance du rôle que je jouais, puis c'était comme plus fort que moi, c'était prioritaire dans ma vie. Bien sûr, j'avais mes enfants, mes enfants sont adultes aujourd'hui, mais ils ont eu de jeunes années. J'ai eu une vie amoureuse un peu tumultueuse jusqu'à l'arrivée de mon charmant Nelson. Hmm. Euh, c'est ça, plein de choses prenaient la place. À quelque part aujourd'hui, avec du recul, j'ai l'impression que je me faisais un petit peu d'auto-sabotage. Moi, j'ai pas le droit de dire ça, toi, tu peux le dire. Mais en même temps, euh, est-ce que ce livre que tu aurais écrit il y a 20 ans aurait eu la résonance de celui que tu as écrit cette fois-ci? Non, pas du tout. Ça, c'est la réflexion que j'ai maintenant après lancement. Ouais. Où à un moment donné, je me rends compte que si je l'avais sorti plus tôt, fort probablement, j'aurais eu de la difficulté à assumer ou à être confronté à des choses que j'ai partagées dans ce livre-là, dont le côté spirituel versus la vie professionnelle, parce que moi, c'était interrelié. Puis je me disais, je suis arrivée dans le milieu de la philanthropie, le monde de la charité. Oui, il doit y avoir un volet spirituel à ça. Je ne peux pas séparer ces deux choses-là parce que pour moi, le travail, c'est un outil de croissance personnelle. Parce qu'on on fait pas une carrière dans un domaine en particulier, puis on passe pas 30 ans de notre vie dans un domaine si on n'a pas quelque chose à découvrir là-dedans, là, ou à découvrir ou à partager éventuellement. Et c'est là où j'en étais, c'était je dois partager ça. Il y a trop de richesse là-dedans pour que je garde ça dans le fond d'un tiroir. Ça se tenait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai tassé l'auto-sabotage, mais parce que quelqu'un m'a parlé du gardien de phare. Ça a été l'élément déclencheur. Puis, quand je suis allée fouiner un petit peu sur le site du gardien de phare, je me suis dit, tiens, 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 moi, c'est peut-être de ça dont j'ai besoin d'être accompagnée pour finir, pour justement pouvoir je dis tourner la page de cette étape-là, parce que la page n'est pas tournée complètement. Maintenant, il faut que je le diffuse et je procrastine un peu. Un peu beaucoup. Il est quand même arrivé, puis là, tu vois, on va se permettre beaucoup de coq à l'âne, mais on va toujours revenir. C'est parce que c'est important que tu dis, je procrastine la diffusion. Euh, Juste avant ton lancement, quelques semaines, quelques jours avant ton lancement, tu as quand même été victime de quelque chose de pas très cool qui est venu aussi limiter ton Oui, effort de promotion, évidemment, là. oui, j'ai été hypothéquée. Mais là aussi, comment je dirais ça, mon côté spirituel me dit, encore là, pour que les gens comprennent, là, j'ai Oui. vécu un vol sur Internet, ça m'a coûté 1 600 $. Je ne m'en cache pas que Desjardins refuse d'assumer. J'ai une part de responsabilité là-dedans. Et c'est pas parce que je suis naïve. Je vous jure, ils sont très professionnels. Sauf que, C'est un vol d'identité, vol là. d'identité, ils ont ma vie au complet, le contenu de mon ordinateur au complet. Pour le restant de mes jours, je suis à la merci de ce qu'ils vont faire avec. Ça a été un très, très grand stress qui m'a fait serrer les dents tellement fort que je me suis blessée à faire mourir une dent. Wow. Donc, j'ai été 1 mois dans la douleur physique, dont à mon lancement, là, ce mal-là était là.
Fait que ça a pris beaucoup de place, puis j'ai comme mis le livre de côté en me disant, là, soigne ça, là, guéris ça, puis après ça, tu vas redécoller. J'ai quand même fait quelques démarches. Je suis inscrite au Salon du livre de Rimouski pour l'automne 26. Bravo. Ça, c'était prioritaire pour moi. Maintenant, j'ai d'autres étapes à franchir que je vais faire éventuellement, mais en même temps, je travaille encore parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai un sentiment d'utilité dans ce que je fais, mais je ne travaille plus en philanthropie. Bon, ben tu vois, comme tu... Là, on n'a même pas présenté ton livre. Non, Moi, je le vois derrière. Est-ce que tu en as une copie près de toi ou tu es capable de t'étirer, ouais? je vais aller te la chercher. Hein? On va le J'ai présenter à même, la caméra. j'ai même ma belle plume à côté. Je sais pas si tu le vois, moi je le vois pas là. Oui, alors on voit créer la richesse autrement. Et là, si tu le montes un tout petit peu, on va pouvoir montrer le sous-titre. Ce que la pauvreté, je vais te laisser le lire parce que c'est un peu... C'est que la pauvreté m'a appris sur l'abondance et le don de soi. Et voilà. Alors, tu as nommé quelquefois philanthropie, ma carrière en philanthropie, créer la richesse autrement. C'est un livre qui est à ta couleur et 100% aligné sur ton désir de contribuer. Il est donc écrit en deux parties. Mhm. Première partie où c'est davantage ta conception à toi, puis après ça, davantage un guide d'accompagnement ou Oui, de... C'est ça, hein? des techniques que j'ai expérimentées pour obtenir ce dont on a besoin. Puis, je parle de philanthropie, mais tu sais, si je reviens, il y a 4 questions dans mon livre que je mentionne. Et quand on peut répondre positivement à ces 4 questions-là, on va obtenir ce que l'on veut à 99%, quel que soit ce qu'on veut, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ça peut être n'importe quoi. Ça s'applique aussi dans la vie personnelle. OK. C'est pas uniquement en philanthropie. Puis là, je vais laisser les gens lire les 4 questions. Ah oui, Mais ben, par expérience, quand on répond à ces 4 questions-là, on obtient ce qu'on veut. À partir de ces 4 questions-là, ben, il y a du travail à faire naturellement. Il faut prendre le temps de bien évaluer les choses. À travers ça, je raconte des anecdotes parce que j'ai pas vécu que des succès. J'ai eu beaucoup de succès dans ma carrière, mais j'ai vécu des échecs aussi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que les échecs, ça aussi, le côté spirituel est réapparu. C'est qu'à un moment donné, un échec, c'est pas un échec. C'est une expérience que tu as faite, puis un coup que tu l'as bien compris, tu la répètes pas. Puis si tu l'as pas compris, tu vas la répéter. Jusqu'à temps qu'on la comprenne. fait que des fois, ça peut prendre 20 ans à écrire un livre. Euh, Oui, c'est en plein ça. Pourquoi? En fait, je me souviens très bien de ton intention initiale lorsqu'on s'est rencontrés la première fois. Évidemment que ce que tu souhaitais, c'était outiller les gens parce que le milieu de la philanthropie, le milieu des organisations, puis là, on va commencer par la fin pour revenir au début, mais Mhm, c'est un milieu qui est désorganisé. On est souvent désemparé ou lorsqu'une ressource est engagée pour lever des fonds, ben, il n'y a pas de manuel d'instruction, il y a comme rien. C'est des fois des postes qu'on va ramasser, qu'on va créer ponctuellement parce qu'il y a de l'argent disponible. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de. Alors, ça faisait partie d'un besoin criant auquel tu voulais répondre, là. oui. Quand j'ai décidé, parce qu'il y a plusieurs années, je suis partie à mon compte pour faire de la formation en gestion philanthropique. Je me suis promenée dans quelques régions du Québec, puis à un moment donné, j'ai vraiment réalisé que il y avait rien, il y avait pas d'écrit, il y avait pas, il y avait des formations à gauche, à droite, plus à Montréal, à Québec, mais dès qu'on s'éloignait des grands centres, il y avait à peu près rien, sinon vraiment du ponctuel. Puis moi, je me disais, j'ai le goût d'aider les régions, j'ai le goût d'aider les plus petits organismes communautaires parce que, puis tout le monde a entendu parler du communautaire à bout présentement. C'est une réalité, c'est que moi, 30 ans plus tard, aujourd'hui, ce que j'entends du communautaire, c'est ce que j'ai vécu quand je suis entrée dans le milieu il y a 30 ans. Il n'y a rien qui a évolué. S'il y a de quoi, ils ont perdu des plumes encore. Puis, il y a un sous-financement qui est là.
il y a une perception, beaucoup de gens ont l'impression que le communautaire, c'est basé sur le bénévolat, sur les dons, donc ça doit s'autosuffire. Mais ce n'est plus la réalité. Au Québec, présentement, il y a des gens qui ont de la misère, il y a des gens beaucoup plus vulnérables qui ont besoin d'aide. L'État ne peut pas répondre à tous ces besoins-là. Ça nous coûterait une fortune. Fait qu'il reste le monde de la charité pour y répondre. Mais maintenant, il faut soutenir le monde de la charité là, pour qu'il puisse continuer à donner ces services-là. Mais il reste que la crise suicidaire, la santé mentale de quelqu'un, la violence conjugale, l'abus aux enfants, etc. Tout ça, le gouvernement ne peut pas tenir ça. C'est impensable, c'est du cas par cas. Mais les organismes communautaires ont cette capacité-là, par exemple, et veulent ça. Et le font très bien, mais parce qu'on les soutient mal financièrement, ben c'est ça. Cet été, moi, ce que j'entends, c'est des organismes qui ferment pour quelques mois parce ils ont pas les budgets suffisants. Mais cette clientèle-là a encore des besoins. Tout à Fait que fait. j'avais vraiment le goût d'offrir des outils dans la limite de mes connaissances pour justement permettre à ces organisations-là de continuer à faire vivre leur mission. Puis, tu sais, là, juste en écoutant ton énumération, tu nommais toutes les causes ou en fait tous les troubles, tout ce qui est là, puis que le gouvernement, évidemment, ne peut pas et ne doit pas prendre en charge. Mais ça implique aussi que chaque organisme en soi est un organisme qui a une raison d'être et qui a tout à fait légitimité. Et quand on se doit de sortir en philanthropie comme tu le faisais, ben ça veut dire qu'on se tourne vers des entrepreneurs, vers des entreprises, vers des fondations qui, elles, sont sursollicitées par la multitude de ces organisations-là. Fait il y a tout un travail à faire de connaissance entre l'organisation, le donateur potentiel, puis la relation à établir entre les deux, là. Mhm. Et c'est ce que j'espère que mon livre va faire, être ce lien-là qui va permettre autant aux partenaires, aux entreprises, au milieu gouvernemental aussi, aux gens riches, aux gens pauvres, de comprendre l'importance de ces organisations-là. Tout à Puis fait. du rôle des bénévoles qui sont là-dedans, là. Parce que ça aussi, quand tu m'en as parlé à ton lancement et j'ai trouvé ça tellement savoureux quand tu disais les bénévoles, il ne faut pas juste les recevoir, il faut apprendre à les connaître et savoir la raison pour laquelle ils ont ce goût de s'impliquer puis de les mettre, en fait, de leur offrir des postes à la bonne place, là. Oui, c'est en plein ça parce que les gens veulent donner, les gens sont généreux. Majoritairement, là, on n'est pas une gang de psychopathes au Québec, là. C'est la planète non plus. La majorité des gens veulent être utiles, veulent laisser une trace de leur passage sur la Terre, euh, veulent, euh, veulent aider les autres. Maintenant, c'est de trouver la façon dont ils pourraient le faire au maximum. Puis c'est pas juste une question d'argent, là. C'est du temps, c'est de la générosité de cœur, la générosité, ça a toutes sortes de formes. Mais oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça, on se le cache pas. Il y a moins des épiceries gratuites, à part les soupes populaires qui en offraient. Puis encore là, les soupes populaires, je veux dire, ce qu'ils offrent, c'est les surplus, les invendus des magasins, là. C'est pas la denrée fraîche, là. C'est de la denrée consommable, aucun problème, parce que moi-même, j'ai mangé parce que je travaillais dans une soupe populaire. J'ai travaillé dans une soupe populaire et je mangeais là avec la clientèle. Fait que je savais que c'était très bon, mais je veux dire, c'est les bouts de carotte que le client ne veut pas parce que la carotte n'est pas parfaite. Ouais. Quand tu viens de dire, tu sais, j'ai travaillé dans une soupe, j'ai mangé dans une soupe, c'est une anecdote que tu nous avais racontée aussi d'un donateur que tu avais invité puis qui avait été mangé. Euh, Monsieur Jaguar. Monsieur Jaguar. Parce que c'est ça. Dans la deuxième portion, bon, on vient de se dire que cette portion-là, ce qu'on veut, c'est créer le pont. Dans Oui, la première, maintenant, c'est important qu'on apprenne à te connaître dans tes motivations, dans ton parcours, puis dans ta lecture à toi de ce qu'est la richesse. Parce que quand le titre d'un livre, c'est Créer la richesse autrement, la richesse, on comprend qu'elle n'est pas que financière, là.
La première pauvreté, ce que j'ai compris, moi, quand je suis arrivée à la Soupe populaire à Laval, j'étais là 3 ans, ça a été de découvrir que la première pauvreté, elle est affective. Si tu n'as pas le réseau social pour te soutenir, pour t'encadrer quand tu es plus jeune, la base essentielle est pas là. On reproche souvent à des gens, on dit, ah, sur l'aide sociale de moi, mais il y a eu quoi comme enfance? Il y a eu quoi comme réseau affectif qui aurait pu l'aider à se construire, à se développer, à s'épanouir, puis à développer son plein potentiel. Si t'as pas cette base-là, ton plein potentiel, à moins que tu sois très chanceux, puis il y a des gens qui ont cette chance-là de naître avec un caractère supérieur à la moyenne et qui finissent par foncer dans la vie puis s'en sortir. Il y en a qui s'en sortent. Mais tout le monde ne naît pas avec cette force de caractère-là. Fait que si tu n'as pas l'environnement pour soutenir ce développement-là, ben, il y a de bonnes chances que tu passes à côté d'un paquet de talents qui t'habitent et qui seront inutilisés. Mais toujours est-il que moi, ce à quoi j'ai été confrontée, c'est quand je suis arrivée à la Soupe populaire, je venais de me séparer. Je sortais d'une relation, du- mon ex-mari était un membre de la construction, donc bien rémunéré, salaire revenu moyen supérieur, etc., beau train de vie. Quand je me suis séparée, j'ai pris toute une débarque financière. Elle était choisie. C'est un choix que j'avais fait. Mais là, il a fallu, moi, que j'apprenne à me débrouiller dans tout ça parce que je n'étais pas sur le marché du travail au départ. Mais cette crise-là dans ma vie m'a obligée à découvrir mes plus grandes richesses. Mon intelligence, ma débrouillardise, ma capacité, mon intelligence, carrément, j'étais capable d'apprendre. C'est pas tout le monde qui a ça. Puis je me suis mis à voir la richesse autrement. Puis quand je suis arrivée à la Soupe populaire, moi, j'étais la fille la plus pauvre du monde. J'avais un petit logement minable. Mon auto avait 2 ans. Mon budget de vêtements était passé sur l'épicerie. Bon, j'avais pris une drop pour réaliser quand je suis arrivée à ça populaire que j'étais loin d'être pauvre. Moi, là, j'avais un appartement, je mangeais à ma faim, j'avais des beaux vêtements, j'avais une voiture qui avait juste 1 an. Tout ça a comme viré de bord, carrément. Et là, ça m'a fait cheminer parce qu'il reste que les gens qui arrivent à la soupe populaire, moi, j'ai toujours dit, quand je voyais les gens arriver, il y en a qui s'ils avaient pu se mettre un sac de papier brun sur la tête pour rentrer, ils l'auraient fait, là. Ça prend vraiment une méchante dose d'humilité, puis faut que tu piles ton orgueil, pas à peu près, là, pour rentrer là. Sauf exception, parce que toujours des profiteurs, ça existe, mais c'est une autre forme de pauvreté, ça. Alors, tout est dans les nuances. Alors, créer la richesse autrement, pour toi, au moment où tu as écrit le livre, ça voulait dire quoi à la lueur de toutes ces années passées? Ben, dans le fond, c'est que toute ma carrière, j'ai été confrontée à la grande pauvreté puis à la grande richesse. Parce que moi, mon travail en gestion philanthropique, c'était de trouver les donateurs, les partenaires financiers. Euh, je côtoyais les gens de tous les milieux, là, à revenus moyens supérieurs et des gens, des entreprises très, très riches. Mais en même temps, je ramenais ça à la soupe populaire où je me retrouvais avec une clientèle qui avait même pas de quoi se nourrir convenablement. Fait que j'étais toujours confrontée. Puis je me voyais un peu comme la fille qui garde toujours ses running shoes dans son auto parce que quand elle revient à la soupe populaire, elle met ses running shoes. Puis quand elle va rencontrer les donateurs, elle sort ses talons hauts. Hmm. Fait que c'était toujours une confrontation. Pourquoi certaines personnes en ont tant, puis d'autres ont rien ou si peu? Fait que ça a été ma réflexion. Et de là, bon, toute la vie spirituelle est rentrée là-dedans parce que pour moi, je me disais, il y a quelque chose de plus grand là, je vis pas ça pour rien, moi, là. J'ai quelque chose à faire avec ça. Fait que la première chose que j'avais à faire avec ça, c'était de m'enrichir moi-même.
Et voilà. pour ensuite enrichir les autres. Puis tu vois, c'est dit, c'est assumé, ça fait pas mal. J'aurais pas été capable de le dire comme ça il y a quelques années, parce que j'aurais eu l'impression que ça aurait pu agacer des gens et j'aurais pas nécessairement été capable d'assumer les réactions des gens face à ça. Wow, quand même. Fait que ça a pris 20 ans. Qu'est-ce qui. Puis après ça, on va parler du processus d'écriture, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as choisi ce chemin-là? Parce que tu aurais pu faire mille et une choses dans ta vie. Pourquoi Ben, celui de la philanthropie? à la base, je ne savais même pas, je ne connaissais rien de ce monde-là. Moi, je le dis, mon premier emploi où j'ai entendu gestion philanthropique, j'ai ouvert le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Puis moi, je viens d'un milieu où mes parents, l'éducation que j'ai reçue, c'est quand tu rends service à ton voisin, tu fais pas du bénévolat, tu rends service à ton voisin. Le mot bénévole n'était pas dans mon vocabulaire non plus parce que quand tu vis dans une communauté, tu t'entraides. Ça, c'était la mentalité de ma famille. Quand je suis arrivée en ville, parce que je suis déménagée, je suis partie du Bas-Saint-Laurent pour aller vivre à Laval pendant 26 ans. Quand je suis arrivée en ville, j'ai vu un monde un peu différent. Puis je dois reconnaître que j'ai été 14 ans dans le même appartement et un jour, je me suis embarrée dehors. Et quand je suis allée voir le voisin pour qu'il me prête son échelle parce que ma fenêtre au deuxième étage était ouverte, il m'a dit, ça me ferait plaisir de vous la prêter, mais je suis pas certain. Vous êtes la voisine. On ne s'est jamais parlé. Et c'est vrai. 14 ans. Ouais. Et pourtant, tu as une personnalité très joviale, très engageante, très, très accessible, très. Je ne connaissais aucun de mes voisins, sauf mon voisin d'appartement parce que c'est un ami et c'est lui qui m'avait référé à cet appartement-là. C'était ma vie en ville, ça. Wow. Fait que c'est ça, c'est toutes sortes de choses comme ça. Puis là, j'ai perdu le fil parce que je sais plus, je me Pourquoi la souviens plus de ta question. philanthropie? En fait, tu passes de ton bas du fleuve vers la grande ville, ouais. La philanthropie, c'est vraiment la vie m'a parachuté dedans. Parce que moi, j'étudiais en droit. J'étais à l'Université de Montréal. J'étais entrée à la fonction publique. J'étais greffière pour le conseil arbitral de l'assurance-emploi. J'étais pas bien dans ce milieu-là. Quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais quitter cet emploi-là, elle était découragée. Elle disait, ben voyons, Louise, elle a une job de fonctionnaire, tu sais, sécurité d'emploi. Mais moi, c'était comme rester là, je ne serai pas en sécurité, je vais devenir un danger pour moi-même, je ne suis pas heureuse. Fait que j'ai quitté et concours de circonstances, un ami qui était agent d'emploi m'a référé à un organisme. Et je suis allée, parce que lui voyait mon potentiel en communication, mais je n'avais pas de bac en communication. Et finalement, j'ai eu le poste de par ma personnalité. Les gens ont dit, bon, ben, on l'essaye. Et j'ai dit, c'est ma prochaine vie, c'est dans ce milieu-là que je veux être. Et t'en es jamais ressorti. Et non, j'y suis restée. Et pas parce que je me suis enrichie financièrement, Tu as créé parce ta que richesse autrement. j'ai créé ma richesse autrement, tu l'as très bien dit. Mais je pense que c'est une plus grande richesse encore. Puis financièrement, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Je vis bien. J'ai une maison. J'ai un beau patio que Jérémy a essayé Mhm. quand il est venu. Quand il est venu, j'ai un beau paysage. C'est de la richesse, ça. J'ai un mari que j'aime avec qui on a une belle complicité. J'ai une merveilleuse famille. Mes enfants vont bien, sont équilibrés. J'ai des petits-enfants. Oui, j'ai la chance de voyager aussi. J'ai la santé, j'ai l'intelligence. Écoute, c'est de la richesse, ça. Ben, Puis ce que je me rends compte, c'est que la majorité des gens ne savent même pas qu'ils ont tout ça. hmm. Et c'était l'objectif de ma première partie. Prenez conscience de ce que vous
posséder. Puis, au-delà de ça, je te dirais que spirituellement parlant, je pense qu'à partir, l'énergie qu'on dégage attire les choses. Fait que plus tu te perçois comme quelqu'un de riche, ben, je pense que plus la vie va t'en donner. Puis je pense que je suis un bel exemple de ça. Parce que mon argent, je ne l'ai pas fait dans les organismes de charité. J'ai vécu, j'ai pu faire des économies, j'ai bien gagné ma vie, mais j'ai jamais eu le salaire si j'étais resté fonctionnaire. Non. Peut-être que le compte de banque serait plein, que les REER seraient topés, que les CELI seraient pleins, mais que comme humaine, tu serais vide. Et là, ben, Et j'aurais peut-être même plus la santé parce que je crois sincèrement que quand on n'est pas heureux, la maladie nous guette. mhm. Le paradoxe de l'humain, c'est que souvent on se met à apprécier quelque chose lorsqu'on le perd ou lorsqu'on en est privé. Et le défi dans tout ça, et c'est ce qu'un livre comme le tien peut nous ramener à l'ordre, pas forcer le rappel à l'ordre, amener à la réflexion. Ouais. Mais, parce que c'est pas évident, là. En fait, tu te dis, j'ai mon mari, tout ça, mais tant que le mari est là, puis tu rentres à la maison, puis qu'il est là, puis que la maison est correcte, puis qu'il y a de la bouffe dans le frigidaire, puis que tant que ça, c'est là, c'est difficile de l'apprécier, de le magnifier, puis se dire, hey, mais je suis tellement riche, je suis tellement chanceux, je suis tellement. Parce que c'est de l'acquis jusqu'à ce qu'on le perde ou qu'on en soit privé, là. Oui, oui. Je dois dire aussi que moi, parce que là aussi, je suis riche, j'ai eu deux maris. C'est l'abondance. Ça, c'est ta lecture. Je suis pas sûr que toutes les femmes diraient ça, là. Non, je suis d'accord. Mais là aussi, moi, j'impose pas ma vision. Mais entre les deux, j'ai été 14 ans à vivre seule. Hmm. Fait que moi, l'arrivée du bon conjoint dans ma vie, c'est sûr que c'est un enrichissement, là, parce que, puis mes 14 années de vie de célibataire, entre guillemets, là, j'ai été une célibataire active. Il reste que ces années-là m'ont permis aussi de faire ces prises de conscience-là, de faire ce cheminement-là, euh, parce que j'avais du temps libre aussi, là. Fait que, fait que j'ai été privée de ça aussi. J'ai pas toujours eu la vie de couple parfaite, là, pas du tout. Puis elle l'est pas encore, là. Mon chum a quelques défauts, puis ça lui donne charme. Bon, là, je veux juste. Depuis combien de temps, Nelson et toi, vous vous côtoyez? Vous êtes ensemble? Ça fait un petit peu plus que 20 ans, mon Dieu, OK, tu les me rassures années. d'abord. Non, mais c'est correct, parce que là, Non, ça fait plus que 20 ans. c'est parce que je me souviens très bien que tu m'as dit tout à l'heure que, ben, en fait, ce livre-là, tu l'avais pas écrit parce que la vie t'envoyait plein de distractions et blablabla. Puis là, tu venais juste de me dire que pendant que tu étais célibataire, ben, tu avais du temps libre en masse. Là, je voulais te prendre dans le détour, mais je comprends que le livre était pas dans ta tête quand tu étais célibataire. Non, pas à C'est ce ça. moment-là. Colin. Il était en arrière-plan, c'est-à-dire que j'avais le goût d'écrire. Le goût d'écrire a toujours été là. Très, très jeune, moi, je me souviens très bien quand mes sœurs plus âgées ont commencé l'école, je talonnais ma mère pour qu'elle me montre à faire mes lettres d'alphabet. Ça, je rêvais de pouvoir écrire très, très jeune. À l'adolescence, j'ai toujours écrit, j'avais mes cahiers où j'écrivais des poèmes, où j'écrivais toutes sortes de choses, je m'inventais des scénarios. Euh, L'écriture a toujours été là. Puis, euh, secondaire, j'ai eu des enseignants, deux enseignants en particulier, qui m'ont vraiment donné le goût euh, pour la langue, pour l'écriture et la lecture. Je me souviens d'une sœur Lucette qui est une religieuse. Elle a tripé sur, voyons, j'ai le nom sur le bout de la langue, Félix Leclerc. Hmm. Sa façon de nous transmettre sa passion a allumé la mienne. Fait que le goût d'écrire a toujours été là. Vers la trentaine, je me souviens de m'être acheté un cahier, m'être assis à table, puis j'avais le sentiment d'être vide. Je n'étais pas sur le marché du travail. Moi, j'ai été aussi une femme à la maison. Euh,
et je me suis sentie vide. J'avais rien à écrire, c'était vide à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais pas suffisamment de vécu. Les années ont passé et j'ai fini par me mettre à l'écriture de façon thérapeutique, entre guillemets. Euh, Jusqu'à temps que je réalise qu'un livre sur la philanthropie, ça serait super intéressant parce que j'avais une belle expérience. Puis moi, je dis toujours, j'ai travaillé avec pour le Grand McDon, avec le restaurant McDonald's de Terrebonne et la Maison des Jeunes de Terrebonne. Et je dis toujours, McDonald's, c'est l'université de la philanthropie. J'ai appris avec eux autres, là. Ça a été difficile, mais j'ai appris, c'est une richesse extraordinaire. Fait qu'à partir de là, ce goût-là de laisser quelque chose sur la philanthropie, il a commencé à apparaître tranquillement, pas vite. Et c'est vraiment quand j'ai fait le saut pour revenir vivre dans le bas du fleuve, juste avant de rencontrer Nelson, où à un moment donné, ce désir-là de retour aux sources était là, puis je me disais, je veux former, je veux faire de la formation, je veux aider les organismes. Et là, j'ai créé des formations que j'ai donné à travers la province et c'est là où je suis revenue dans ma région natale, etc. Puis la formation, ben, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop demandant, ça m'obligeait à vivre dans des valises, les restaurants, les hôtels et c'est pas ça. J'avais plus le goût de ça. Et là, je me suis dit, ben, écris ton livre, prends tes formations, puis fais-en un livre officiellement. Et en cours de route, ben, tout la prise de conscience de l'importance de la confrontation entre la richesse et la pauvreté que j'avais vécue toutes ces années-là, je me disais, je peux pas passer ça sous silence. C'est trop important. À partir de quel moment, dans la portion la plus récente, évidemment, de ta vie, c'est devenu clair que tu allais le faire et que tu allais te rendre jusqu'au bout? Y a-tu un moment ou une action ou une promesse, je sais pas, ça a été quoi le déclencheur sur là, c'est assez, je le fais? Dans le fond, c'est une personne que j'ai rencontrée à qui je disais que j'avais ce projet-là d'écrire, de publier, que mon livre était écrit, Ouais. qu'il me restait à le finaliser, la mise en page que je trouvais difficile. Et cette personne-là m'a parlé du gardien de phare. Oups, mon téléphone. Oui, c'est correct, ça change rien sur. Parfait. Et quand cette personne-là m'a parlé du gardien de phare, je dis, oh, ça pourrait être intéressant. Et là, la lumière a allumé. Hmm. Puis là, j'ai dit, c'est beau, là, j'avance. Puis il est arrivé un petit pépin financier avant qu'on finalise l'entente. Puis quand tout ça a été réglé, c'était clair, je fonce, j'avance. Puis advienne que pourra. Tu m'as envoyé une des plus belles photos de signature d'un contrat. En fait, toi près d'un phare avec qui est en voyage. Puis j'ai fait que c'est beau. Et tu m'avais dit on était à l'automne. Tu as dit fais-toi-en pas. D'ici le 31 décembre, on y va. Et j'ai oublié d'aller revoir la date exacte. C'était-tu le 28, 29, 30 ou le 31? Mais c'était juste avant la fin de l'année. Et là, on a reçu Oui, l'entente signée. oui, c'était avant le jour de l'an. J'étais en congé. Et je me suis dit, ça, là, c'est tellement spécial. Quelqu'un qui s'engage envers elle-même, parce que c'était pas un engagement envers moi, parce qu'on ne mettra jamais, nous, cette pression-là sur les épaules d'une personne. C'était clairement un engagement que tu avais pris envers toi-même, puis tu l'as honoré. Oui, Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant, là. oui. Puis je te cacherai pas que ce qu'il y avait derrière ça aussi, c'était le changement d'année. Pour moi, on changeait d'année, on passait à l'année 2026. C'est une année 1. Puis je me disais, en numérologie, une année 1, c'est un nouveau départ. Et c'est ce que je veux pour ma prochaine année, un nouveau départ. Et c'était clair qu'il fallait que je signe ça avant pour commencer l'année, là où j'avais décidé que je serais. Alors, rapidement, en janvier, on s'est attelé à la tâche avec ce manuscrit avancé et sur lequel il manquait. Il fallait peaufiner des fois, arrondir les coins ronds un peu. Il fallait juste aller un peu plus loin. Mais entre le début 2026 et, peux-tu nous rappeler la date de ton lancement? C'est le 27 juin. 27 juin, 6 mois, là. Mettons 7 mois, là, arrondissons. 7 mois plus tard, c'était fait. Et là, on se retrouve.
Un endroit bien particulier pour toi, pour le lancement. Tu es de Saint-Fabien dans le bas du fleuve. Et là, ben, tu as choisi un endroit, évidemment, qui parlait, qui avait un lien avec ton histoire aussi, parce que tu es natif de ce coin-là. Mhm. Je suis native d'ici, puis quand j'étais jeune, le lancement s'est fait au théâtre, au vieux théâtre de Saint-Fabien, dans le café chez Fabien. Puis il y a comme toutes sortes de petits liens. Mon grand-père paternel s'appelait Fabien. Quand j'étais jeune, c'était un espace culturel où on faisait des spectacles amateurs, etc. Puis en rigolant, ben, je me permets de le dire, quand on était jeune, c'était le spot pour aller pratiquer le French. Il y avait une salle de cinéma aussi. Fait que c'était un lieu de rencontre des ados. Puis, mais toujours est-il que le côté culturel de cet espace-là, le côté historique aussi, parce qu'il fait partie de l'histoire du village, ils ont investi beaucoup, beaucoup d'argent pour le rénover. Puis quand je suis allée visiter la salle, j'ai dit, oh, c'est ici. C'est pas ailleurs. C'est ici que ça va se passer. Et Puis c'était parfait. Et de l'accueil, quand on descendait les marches et qu'on voyait les gens à l'accueil, et là, c'était des membres de ta famille. c'est euh, mes enfants et une amie. c'est ça, qui étaient là pour accueillir. Puis après ça, on entrait dans la salle. Euh, on, En fait, je te connaissais sans te connaître, mais là, tu m'as fait voir qu'on s'en était parlé la veille et je t'avais dit, as-tu des attentes sur le nombre de participants lors de mon lancement? Et tu l'as nommé 2 fois pendant le lancement aussi. Peux-tu nous dire, tu sais, quand tu avais dit s'il y a tant de personnes, C'est parce que j'avais dit à une de mes consoeurs de travail, s'il y a 50 personnes, je vais être super contente. Moins que ça, un petit peu déçue. Plus que ça, je vais être impressionnée. Et j'ai pas le décompte officiel, mais il y a des gens qui ont compté à peu près, qui m'ont dit qu'il y avait passé entre 70 et 80 personnes. Donc, j'étais impressionnée. la salle, elle était pleine. Oui, oui. Et à ma grande surprise, je te dirais 50% des gens, je les connaissais, des amis, des gens du village, mais il y a 50% des gens qui étaient là que je, je veux dire, la majorité des visages, je les connaissais de vue, mais c'est pas des gens à qui j'avais parlé ou je les connaissais pas plus que ça. Fait que ma publicité qui a échoué à cause du vol puis qui m'a volé mon ordinateur parce que la Hmm. semaine avant mon lancement, j'avais même plus de courriel, là. J'avais plus de Facebook, j'avais plus rien, j'avais même plus d'ordi. Euh, Malgré tout ça, ça a répondu. Tu sais, quand je dis ce qu'on dégage va attirer quelque chose d'équivalent, ben, j'ai attiré ces gens-là, mon énergie, ce que je dégageais, en tout cas. On peut le voir comme on veut, Mhm. là, mais j'ai attiré des gens sur qui j'avais peut-être eu un impact sans le savoir. C'est sûr que j'ai quand même eu une vie publique aussi parce que j'avais des postes de direction pour la Fondation des maladies du cœur et la Société canadienne du cancer, entre autres. Donc, j'ai souvent été dans les médias comme représentante de ces organismes-là. Fait que oui, il y a peut-être des gens qui me connaissaient par le biais de ces Mhm. organisations-là, mais je veux dire, c'était pas des connaissances personnelles. Fait que non, non, j'étais vraiment, vraiment contente. Et fait cocasse aussi, c'est ma sœur qui le lendemain m'a demandé comment je me sentais. Elle me dit, tu dois être encore sur l'adrénaline. Je dis non, je suis très bien. Et elle m'a fait réaliser, elle m'a dit, si tu te sens bien, c'est parce que tu étais sur ton X. Et oui. Tout a bien été. Tout a bien été. Puis j'ai aimé cette portion où, tu sais, en fait, tu m'avais permis d'aller vers les gens, puis leur demander s'ils avaient des questions, des commentaires. Puis et là aussi, c'est une belle dose d'amour de se faire dire qu'on est inspirant, que quelqu'un est fier de nous, que ça donne le courage à une autre de vouloir aller au bout de son projet. Puis on le fait pas pour ça. Non, mais quand on l'entend, c'est tellement nourrissant. Hmm. Une autre richesse. Voilà.
Mais là, si les gens pouvaient juste commencer à prendre papier crayon en nous écoutant puis à faire je suis riche parce que et où les richesses de ma vie sont, puis même dans les petites choses et qui des fois, Oui, ben, lorsqu'on les a pas, font une grande différence. ne serait-ce que de respirer. Les gens qui prennent des pompes parce qu'ils font de l'asthme, les gens qui ont des bonbonnes d'oxygène, respirer, d'être capable de respirer par soi-même, c'en est une richesse, ça. Les gens les plus riches au monde, le jour où ils tombent malades, leur richesse, ils la donneraient pour retrouver leur santé. Puis, je l'ai vécu dernièrement, mon mal de dents. J'ai été un mois dans la douleur. Puis je me disais, mon Dieu, que j'aurais beau être multimillionnaire, ce mal de dents-là ferait en sorte que je ne profiterais pas de ma vie. Hmm. Fait que la vraie richesse, elle est là. Mais je crois sincèrement qu'à partir du moment où on reconnaît tout ça, on peut juste attirer d'autres choses de plus beau encore. C'est clair. Tu sais, et puis, dernière, tu sais, j'ai la chance d'aller sur la route souvent par année. Fait que des fois, il va arriver que je parte de la maison 5, 6, 7 jours. Puis, euh, je m'étais convaincu que lorsque je partais comme ça, je n'étais pas un ennuyeux. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie des autres autour et ainsi de suite. Et confidence pour confidence, il y a 2 semaines, c'est ma conjointe qui est partie une semaine et ça a pris 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'étais dans la maison et j'ai fait Ah. Mhm. Et là, mon constat, ça a été qu'à toutes les autres fois, c'est moi qui quittais. Alors, je n'étais pas dans ma référence sans Mhm. elle. Et là, je fais Oh, regarde donc ça, toi, ça fait scrunch, scrunch par en dedans. Tu sais, ça. Rien de dramatique, c'était 7 jours, mais ça l'a pris son absence pour que je prenne conscience que finalement, oui, je suis un ennuyeux, tu sais. Ça dépend du contexte. Oui, c'est en plein ça. Moi, quand je suis revenue vivre dans ma région natale, moi, je disais toujours à mon chum, je disais, hey, on va aller marcher sur le bord de la mer. Et lui, il savait pas trop ce qui me faisait triper sur le bord de la mer parce que c'est la nature, c'est tranquille, il n'y a rien à faire là, sauf de regarder l'eau couler. Et c'est quand même mes amis de la région métropolitaine ont commencé à venir en vacances et à lui dire à quel point c'était beau, à quel point on avait un beau coin de pays. C'est là qu'il a commencé à réaliser que, ben, Louisa a peut-être raison. C'est peut-être plus beau que je pense. Il n'en avait jamais été privé. Fait que tant que tu l'as, c'est de l'acquis. Puis, tu sais, les relations de couple, c'est souvent ça aussi. Tant que l'autre est là, on se prend pour acquis mutuellement. Puis à un moment donné, ben, on réalise la journée où l'autre n'est pas là, tu te dis, oups, la maison est vide. Mhm. C'est comme si, moi je me souviens quand mon père est décédé, quand je suis retournée dans la maison, ma mère était toujours là, il y avait une âme qui n'était plus là. Le vide, là, c'était l'âme de mon père qui était plus là. Je me disais, mon Dieu, que c'est important une présence humaine. Hmm. Mais c'est ça, tant qu'ils sont là, on s'en rend pas compte. Tellement. Là, du monde est rendu déjà à la conclusion. Ça a Ça passé, finisse. ça a passé tellement vite. Puis tu sais, je t'en aurais posé plein d'autres, mais on aura la chance, tu vas relancer un autre livre à un moment donné sur un autre sujet, puis on continuera. Ah, j'en ai d'autres, c'est vrai. Hey, boy, que je ne suis pas prêt. Qu'allais-je donc dire? En guise de conclusion, parce que là, je me rends compte que tout à l'heure, quand tu as dit j'ai ce projet de livre, je l'ai porté pendant 20 ans, je t'ai dit oui, mais il y a 20 ans, est-ce que. Puis tu me dis ah non, finalement. Et là, je voudrais pas que les gens qui nous écoutent aient l'impression, s'ils sont en train de procrastiner un projet, qu'ils se disent ah, mais moi, j'ai vu une entrevue avec Louiselle, puis elle dit que finalement, ça l'avait écrit avant, ça n'aurait pas été bon, puis ça n'aurait pas été ce qu'elle voulait, puis. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là qui voudraient en ce moment se justifier, là? Euh, Quand c'est prêt, c'est prêt. Dépendamment de ce qu'on a à offrir, à partager avec les gens, oui, des fois, ça a besoin de mûrissement. Pas parce que le contenu est pas prêt, parce que moi, comme personne, j'étais pas prête à recevoir la réaction des autres. J'avais des choses à régler, dont le syndrome d'imposteur, etc. Puis
mon côté perfectionniste qu'il fallait que je mette un petit peu de côté pour accepter que la perfection, ça n'existe pas. Puis j'ai un ami peintre, moi, qui me disait, Louiselle, quand on veut faire ressortir la lumière dans une toile, il faut mettre de l'ombre. Puis je pense que le livre parfait, s'il est parfait, il va être plat. Un peu comme les gens qui n'ont aucune cicatrice nulle part, sont peut-être moins beaux que ceux qui ont une coupe de cicatrices qui leur donnent du charme. Fait que, non, puis en même temps, vous autres aussi, vous devez vous poser la question, si je meurs demain matin, est-ce que je vais me taper ses doigts rendu l'autre bord? Parce que je n'aurais pas fait ce que j'étais convaincu qu'il fallait que je devais faire. Fait que là, tu dois juste être heureuse de savoir que le jour, puis on te le souhaite le plus loin possible, où tu vas la faire, cette transition-là, ben, tu n'auras pas à te faire de mal de l'autre côté. Tu pourras te donner une petite tape dans le dos à la place et c'est pas mal plus le fun, là. Ben d'accord avec toi. Hey, un énorme merci pour ce beau parcours que tu nous as fait vivre avec ton premier livre, pour ce moment qu'on vient de passer à la caméra et pour tous ceux qu'on va s'offrir dans les prochains jours, prochaines années. Ben moi, je te dis, et à toute ton équipe, là, merci pour l'accompagnement que vous avez fait avec moi. Moi, ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'aller plus loin dans mon cheminement, mais dans un cheminement plus lumineux, même si des fois ça gratte un peu en dedans. Dis, Mais, les cicatrices viennent toutes justifier, tout va bien. ben oui, puis ça donne charme. Et voilà. Hey, merci beaucoup, ma belle amie. Merci. À bientôt. Bye. Bye bye.